Les Américains restent malgré tout la principale puissance alliée, le premier pays allié d'Israël dans le monde et le premier pays allié de l'Arabie saoudite dans le monde. Et par conséquent, je pense qu'ils verront d'un bon œil un rapprochement entre Jérusalem et Riyad. Nous sommes en ligne avec le docteur Meir Masri. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons, on va dire, beaucoup de développements importants qui sont intervenus au cours des derniers jours dans le Moyen-Orient, en particulier dans la région du Golfe Persique. Je voudrais revenir avec vous d'abord sur l'émotion, on va dire, la cérémonie assez émouvante qui s'est déroulée hier à la présidence de l'État avec la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur des Émirats à Israël au président de l'État Reuven Rivlin. Lorsque ces accords d'Abraham ont été signés en septembre dernier, on était sous l'administration Trump. Aujourd'hui, on est dans un contexte, on va dire, régional et international même différent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la coopération entre ces pays, les Émirats, même le Bahreïn, va s'accélérer parce qu'il y a une demande de la part de ces pays de consolider le front anti-iranien ? Merci pour votre invitation, Daniel. Je dirais tout d'abord que le processus qui a été enclenché sous l'administration Trump ne pourra plus être stoppé, tout simplement parce qu'il y a une dynamique qui est en cours aujourd'hui dans la région de rapprochement entre Israël et des pays arabes qui voulaient se rapprocher d'Israël déjà il y a bien longtemps, mais qui cherchaient un prétexte. Et bien aujourd'hui, la relation israélo-arabe, la relation, je dirais même israélo-islamique plus globalement, puisqu'il y a des pays aussi musulmans qui se rapprochent d'Israël, des pays africains, on pense au Tchad, qui a normalisé ses relations avec Israël. Je pense à un pays comme l'Indonésie ou le Pakistan qui ont également franchi des pas assez inédits. Donc, je pense qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, que la relation avec Israël n'est plus un tabou, ni dans le monde arabe, ni dans le monde musulman. Et par conséquent, je m'attends, oui, à ce qu'il y ait d'autres candidats à la paix avec Israël. Alors, effectivement, il n'y aura pas de pression exercée par Washington, comme les pressions qui avaient été exercées sur le Soudan, ou d'une certaine manière sur le Maroc, même si le Maroc également s'est beaucoup rapproché d'Israël bien avant l'administration Trump. Il y a eu des pas assez importants. Globalement, il y a une dynamique qui est en marche. Je pense que la dégradation ou la prise de distance relative et très calculée de Washington vis-à-vis du gouvernement Netanyahou, d'une part, et surtout du pouvoir saoudien, va sans doute favoriser, de mon point de vue, un rapprochement entre les deux capitales. Alors c'est ça. Alors on parle beaucoup de ces relations. D'un côté, on voit les Américains être extrêmement critiques, plutôt avec l'Arabie Saoudite, à travers la publication du rapport sur l'assassinat du journaliste Adnan Khashoggi. Est-ce que vous pensez que les Saoudiens iront, dans la constellation actuelle, vers une forme de normalisation, peut-être même partielle, avec Israël, sans le feu vert des Américains? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? D'abord, on n'a pas besoin du feu vert des Américains pour faire la paix avec un pays du Moyen-Orient. Les Américains restent malgré tout la principale puissance alliée, le premier pays allié d'Israël dans le monde et le premier pays allié de l'Arabie saoudite dans le monde. Et par conséquent, je pense qu'ils verront d'un bon œil un rapprochement entre Jérusalem et Riyad, même malgré tout. Donc je pense que oui, il n'y aura aucune opposition de la part de l'administration Biden, il y aura au contraire des encouragements, il n'y aura certainement pas de soutien financier massif à des projets pour favoriser une entente de cette nature. Donc il va falloir qu'on compte sur nos efforts mutuels, israéliens et saoudiens, mais je pense effectivement que ça peut se faire. Écoutez, les Américains, c'est très simple. Les Américains ont stoppé l'aide militaire qu'ils octroyaient aux Saoudiens. Il y a une transaction qui a été gelée pour l'instant, d'aide militaire. Il y a également le soutien logistique qui était apporté à l'effort de guerre saoudien au Yémen, qui a été également stoppé, le soutien logistique. Et puis enfin, les Houthis ont été levés de la liste des organisations terroristes, ce qui est quand même assez fâcheux, compte tenu du passif, parce que c'est quand même une organisation terroriste soutenue par l'Iran. Et puis la première réaction des Houthis, après avoir été levés de la liste des organisations terroristes, c'était de lancer des missiles sur l'Arabie saoudite, c'était de lancer des missiles également sur des intérêts d'Israël dans la région. Et on soupçonne très fortement cette milice terroriste soutenue par l'Iran de s'être attaquée à un navire israélien. Alors, ça c'est pour l'Arabie saoudite. On le voit, on a du mal parfois à cerner la politique des Américains.
Concernant l'Iran, on parle d'un retour à la table des négociations en vue de la conclusion d'un nouvel accord avec les Iraniens, mais en même temps, on voit les Américains, l'administration Biden, qui devrait être une administration, on va dire, très pacifiste, on va dire, on la voit bombarder des cibles pro-iraniennes dans le nord de la Syrie. Comment vous expliquez ce paradoxe apparent? Je pense pas qu'il y ait une contradiction, parce que d'une part, les Américains qui ont déjà commencé leurs négociations avec les Iraniens, eh bien, ils veulent montrer qu'ils tiennent absolument à riposter et qu'ils ne comptent pas se laisser faire. Les Iraniens, quand même, une milice pro-iranienne a tué des soldats américains dans une base dans la région dans les alentours de la ville d'Erbil, dans le nord de l'Irak. Et par conséquent, il y a des ripostes américaines qui vont être faites immédiatement. Mais je pense que les Américains et Iraniens semblent être quand même déterminés à rester concentrés sur l'essentiel. Et l'essentiel pour les deux pays, pour Washington et Téhéran, c'est un retour à des négociations en vue de parvenir à un accord sur le nucléaire iranien qui serait plus ou moins semblable à celui de Vienne de 2015. Même si les Iraniens, eux, disent qu'ils ne veulent pas revenir à la table des négociations. En tout cas, c'est leur point de départ, apparemment. Ils négocient, ils ont commencé à négocier. Je pense qu'ils font de la surenchère et que tôt ou tard, ils vont revenir. Telle n'est pas la question. Je pense que le véritable problème pour nous, c'est que nous, on ne veut pas un retour à l'accord de Vienne de 2015. On ne veut pas un retour à un accord semblable à celui de 2015 parce qu'on considère que d'une part, il est mauvais, que cet accord a été un accord très mauvais. Et d'ailleurs, il y a un consensus en Israël, et je me félicite de constater que même l'opposition en Israël considère aujourd'hui, Parti travailliste inclus, que c'était un très mauvais accord, alors qu'en 2015, le Yitzhak Herzog en Israël, l'opposition, l'Union sioniste à l'époque en Israël, le Machaneh Hatzioni, était pour l'accord, considérait que l'accord était bon. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient pour l'accord ont reculé, que ce soit en Israël ou dans les pays de la région, en Égypte et ailleurs. Donc il y a un consensus à la fois israélien et régional, ce qui fait qu'au Moyen-Orient, globalement, il y a une opposition très forte à l'accord dans sa forme de 2015, qui ne prend pas du tout en compte les intérêts sécuritaires, les impératifs sécuritaires des pays du Moyen-Orient, l'attitude générale de l'Iran qui n'a pas été stoppée, la question des missiles balistiques, et puis surtout, non seulement que l'accord était mauvais, mais que même l'accord dans sa version pas du tout satisfaisante pour nous, Moyen-Orientaux, eh bien, n'a pas été respecté par les Iraniens, qui ont continué à enrichir de l'uranium, qui ont fait des pas vers la bombe, avant même le retrait américain de l'accord. Et c'est faux de dire qu'ils ont commencé à violer l'accord en réaction au refus du président Trump. Est-ce que vous croyez, Meir, en une possibilité d'une forme d'alliance entre Israël et les pays du Golfe, y compris l'Arabie saoudite, qui ressemblerait à une forme d'alliance sécuritaire de type OTAN face à la menace iranienne? De type OTAN, ce serait un peu excessif parce qu'il faudrait quand même un dispositif officiel, formel, durable surtout, avec des institutions. Je ne pense pas que ce soit le cas. Non, je pense qu'il y a un rapprochement graduel. Il ne faut pas non plus exagérer ce qui est en train de se faire. Moi, je ne parlerai pas d'un OTAN moyen-oriental, mais je dirais qu'il y a un rapprochement effectivement significatif, très graduel, très calculé entre Israël, notamment entre Israël, l'Arabie saoudite et Israël et les Émirats arabes. Il faut savoir, et c'est un élément clé qui doit être compris par tout le monde, que le rapprochement israélo-arabe ne se fait pas autour de la question iranienne. La problématique iranienne n'est pas tout pour le Moyen-Orient. Il y a des pays qui n'ont aucun contentieux avec l'Iran, qui se rapprochent d'Israël. Je pense au Sultanat d'Oman, qui a d'excellentes relations avec l'Iran. C'est la Suisse du Moyen-Orient, un pays qui a de bonnes relations avec tout le monde. Je pense au Maroc, je pense au Soudan. Il y a des pays qui ne sont pas, si vous voulez, traumatisés par l'Iran, par la question iranienne, et qui se rapprochent aussi d'Israël. Donc tout ne concerne pas la question iranienne. Néanmoins, le rapprochement israélo-arabe est un pilier fondamental dans l'endiguement de l'expansion iranienne dans la région. C'est-à-dire ça c'est pas seulement par rapport au nucléaire, mais également par rapport à l'omniprésence des Iraniens, des forces iraniennes en Syrie en particulier. Oui, la nuance ici, c'est que la problématique iranienne n'est pas la seule problématique, n'est pas ce qui unit Israéliens et Arabes. La preuve, c'est qu'il y a des pays qui n'ont pas de problème avec l'Iran, qui veulent se rapprocher d'Israël, mais évidemment, ce rapprochement israélo-arabe, d'une part, est un élément clé dans l'endiguement de la présence iranienne dans la région, qui est militaire. On parle de présence militaire, on ne parle pas de présence de prosélytes chiites en Syrie, où on s'en fiche en réalité de tout ça, ou culturelle, mais de présence militaire, d'implantation de missiles balistiques
en Syrie, en Irak, au Yémen, via des milices qui défient l'État. Parce que l'Iran, quand l'Iran intervient au Moyen-Orient, c'est toujours pour défier les États en place. C'est toujours pour défier et perturber l'ordre. Lorsque l'Arabie saoudite joue un rôle au Liban, c'est pour renforcer l'État libanais. Lorsque l'Arabie saoudite ou les Émirats jouent un rôle au Yémen, c'est pour renforcer l'État yéménite. En Égypte, c'est pour renforcer l'État et l'armée régulière égyptienne contre les frères musulmans, contre les éléments perturbateurs, contre les milices. L'Iran, c'est toujours pour soutenir des milices, des organisations clandestines contre les États. Donc on a des forces aujourd'hui qui sont légales, qui sont pour la légalité. Certes, ce ne sont pas des grandes démocraties, Arabie Saoudite, Émirats, etc., oui, mais ce sont des pays qui respectent beaucoup l'ordre établi, que ce soit l'ordre étatique ou l'ordre international, parce qu'il y a un ordre international, contrairement à l'Iran, qui est un État qui soutient la clandestinité, qui défie de façon très claire l'ordre international, qui ne reconnaît pas la légitimité du Conseil de sécurité, qui conteste en permanence tous les repères de cet ordre international. Et c'est là en réalité la grande différence. Il n'y a pas de doute que le rapprochement entre Israël et ces pays se fait également autour de ça, autour de cette volonté de préserver les États, les frontières, les souverainetés étatiques. C'est là un objectif commun entre Israël et tous ces États qui sont des pays, il faut le dire, extrêmement responsables sur la scène internationale. Alors, une dernière question qui nous ramène à une forme de tension, de bras de fer entre les deux grandes puissances, on va dire, régionales, que sont d'une part l'Iran, de l'autre côté la Turquie. On le pensait qu'elles étaient alliées en général, mais là, pourtant, on assiste ces derniers jours, ces dernières semaines, à une forme de tension entre les deux pays autour de la question kurde ou d'autres questions. Non, tout d'abord, de façon générale, je dirais que le système international a profondément évolué durant les 20 dernières années. Aujourd'hui, on peut très bien être divergent sur des questions et nos intérêts peuvent converger dans d'autres dossiers. On n'est pas autant des alignements systématiques et hermétiques comme ce fut le cas par le passé, durant la guerre froide, par exemple. Donc, Iraniens et Turcs se font la guerre en Syrie par milices interposées. Ils ont des intérêts extrêmement divergents en Irak également. Ils ont des intérêts très convergents en Asie centrale ou dans d'autres zones. Ces intérêts varient, tout comme les relations entre Turquie et Russie également, qui ont beaucoup varié et qui connaissent des hauts et des bas. Donc moi, je ne dirais pas que la relation connaisse une... Alors effectivement, il y avait eu des propos de Erdogan concernant la minorité azérie en Iran, qui a été très mal perçue. Il y a eu une crise diplomatique à l'issue de ces propos qui ont été prononcés par le président turc. Mais je ne vais pas exagérer et dire que nous assistons à une détérioration des relations, une détérioration qui est très inédite des relations entre Téhéran et Ankara. Je pense qu'il y a un différent s'agissant du rôle que joue la Turquie en Irak. Les Iraniens considèrent que les Turcs s'ingèrent trop en Irak, ce qui est quand même assez, on dit en hébreu, c'est une chutzpah incroyable. Parce que les Iraniens, ils sont extrêmement présents en Irak et qu'ils font tout pour soutenir des milices, et que les Turcs, ce que font les Turcs, c'est beaucoup moins grave et beaucoup moins important que ce que font les Iraniens. Néanmoins, moi, je n'exagérerai pas ça. Je pense que les intérêts, ce qui lie Téhéran à Ankara, est quand même beaucoup plus important que ce qui les sépare. Eh bien, docteur Mir Masri, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a fait un panorama, un tour d'horizon de ces derniers développements dans le Golfe Persique. Et donc, comme je le disais également, la présentation des lettres de créance de nouvel ambassadeur des Émirats hier à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Daniel. À bientôt. Voilà.